C'est quoi un chimiste? Un être humain plus ou moins bien coiffé, d'accord. Mais concrètement, la recherche en chimie, ça ressemble à quoi? Eh bien pour le savoir, j'ai été invité par Nantes Université à me rendre au laboratoire Sésame, une unité mixte de recherche CNRS Nantes Université. Vous êtes sur Géospoil, je suis Gauthier Delplace et aujourd'hui on va voir ce qui se passe dans un labo de chimie. J'ai sélectionné 4 projets dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Le choix n'était pas facile, vous vous doutez bien que dans un labo, on a des dizaines de projets de recherche qui coexistent, mais je pense que ces 4-là synthétisent bien la diversité des sujets traités à Sésame. On commence donc tout de suite avec Yann qui va nous expliquer comment on pourrait produire de l'électricité avec nos fenêtres. Qu'il faut savoir, et ça c'est quand même assez extraordinaire, c'est que en 1 heure d'ensoleillement, un jour où il fait beau comme aujourd'hui, à midi, en 1 heure d'ensoleillement, il y a autant d'énergie qui touche la surface du globe terrestre qu'il n'en faut pour alimenter l'humanité entière pour 1 an. Donc à partir de là, on a compris qu'il y a un vrai enjeu énorme, majeur, d'arriver à domestiquer cette énergie solaire. Alors attention, certes en 1 heure la Terre reçoit autant d'énergie qu'il en faudrait pour alimenter l'humanité pendant 1 an, mais ça supposerait de récupérer 100% du rayonnement solaire sur toute la surface de la Terre. Bon après 1 année, ça dure plus qu'1 heure, donc on n'a peut-être pas besoin d'être aussi efficace. Néanmoins, sachant qu'on a cette immense ressource qu'est l'énergie solaire à disposition, Yann et ses collègues se sont mis à travailler sur un type de cellule photovoltaïque un peu spécial. C'est des cellules photovoltaïques qui fonctionnent sur un processus très différent de celui que l'on connaît pour les panneaux qui sont sur les toits, à base de silicium en particulier. Ce sont des cellules photovoltaïques qui fonctionnent avec des colorants qu'on fabrique en laboratoire. Et ça veut dire que c'est le colorant qui absorbe la lumière du soleil et qui va la convertir, grâce à un processus chimique un petit peu compliqué, mais tout à fait explicable, en un courant électrique, en une différence de potentiel, bref, en une puissance électrique que l'on va pouvoir utiliser. Donc l'avantage de ces cellules, c'est que comme c'est le colorant, c'est à la demande, c'est-à-dire qu'on lui donne la couleur que l'on veut. On peut faire des cellules photovoltaïques jaunes, rouges, vertes, bleues, de toutes les couleurs possibles et imaginables. On peut faire des tableaux qui ressembleraient à un tableau normal, mais fait en panneau photovoltaïque. Alors pour arriver jusqu'à notre panneau photovoltaïque, la première étape c'est de fabriquer notre colorant. Tout ça se passe au laboratoire, c'est un processus qui fait intervenir plein de réactions chimiques successives avec en gros une étape de synthèse puis une étape de purification pour essayer de ne récupérer que le colorant. D'ailleurs, toutes ces molécules sont fabriquées principalement à partir de matières organiques, donc à base de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. C'est un détail qui a son importance puisque ça veut dire que 1, c'est pas très cher, et 2, que les colorants fabriqués seront ensuite faciles à détruire, voire recyclables. Maintenant, une fois que la synthèse et la purification sont terminées, on ne va pas se contenter d'une simple vérification visuelle. On veut être sûr que le produit qu'on a dans les mains, c'est bien ce qu'on avait prévu de fabriquer sur le papier, et qu'il est pur. Et pour ça, on peut utiliser une méthode d'analyse qu'on appelle la résonance magnétique nucléaire. La résonance magnétique nucléaire, c'est une technique spectroscopique dans laquelle on va exciter l'échantillon avec des ondes radiofréquences. Et en réponse, on va récupérer une série de fréquences différentes qui sont toutes caractéristiques des différents groupements de la molécule. Et en analysant ces différentes fréquences, qui vont apparaître sous forme d'un spectre, on va pouvoir remonter ainsi à la structure de la molécule. Donc cette technique, elle est utilisée en routine pour déterminer la structure des molécules qui ont été synthétisées. Mais dans notre laboratoire, elle est aussi utilisée pour d'autres applications. En particulier, le signal enregistré en RMN est directement proportionnel à la quantité de molécules. Et donc cette technique peut être facilement utilisée pour faire des dosages. On va l'utiliser par exemple dans ce qu'on appelle la métabolomique, où on va analyser des mélanges très complexes et déterminer simultanément la concentration relative de centaines de composés, par exemple dans le plasma sanguin. On l'utilise aussi ici pour déterminer la répartition isotopique de certains éléments comme le carbone 13 ou le deutérium. On est ainsi capable de distinguer un échantillon de vanille qui a été fabriqué par une gousse de vanille d'un échantillon de vanilline qui aurait été fabriqué dans une usine chimique. La force de la RMN, c'est sa sensibilité aux variations d'environnement des noyaux. Et donc du coup, elle va être capable de distinguer des structures très proches. En revanche, elle est très peu sensible. Et son point faible, c'est peut-être le seul, mais il est très important, c'est qu'il faut quand même une quantité de produit non négligeable, on va dire quelques millimolaires, pour pouvoir enregistrer un spectre.
La résonance magnétique nucléaire, c'est donc une technique bien commode pour les chimistes. Et il faut savoir qu'à Césame, on ne se contente pas de l'utiliser en routine, mais qu'il y a aussi un axe de développement de la méthode très important pour la rendre plus rapide et plus précise. Notez aussi que ce n'est pas la seule méthode d'analyse employée. Il existe d'autres techniques complémentaires pour caractériser des molécules. Mais revenons-en à notre colorant. Maintenant qu'on l'a synthétisé et qu'on l'a analysé en RMN, il ne reste plus qu'à l'intégrer dans une cellule photovoltaïque test et vérifier que tout fonctionne. Voilà l'objet fini, c'est une cellule photovoltaïque, un prototype pour juste tester le colorant. Donc on le place entre les mâchoires de 2 électrodes ici, et on le place en fait sous une lumière qui est une lumière simulée. C'est un simulateur solaire qui reproduit la lumière du soleil. Un jour où il fait très beau, à midi, sous une latitude bien déterminée. Tous les chercheurs dans le monde entier qui travaillent sur ce type de cellules photovoltaïques, ou d'autres d'ailleurs, ont des simulateurs solaires de la sorte, de manière à pouvoir tester dans des conditions reproductibles et standards les performances de leurs cellules photovoltaïques. Donc là on allume et on n'a plus qu'à lancer la mesure. On a le rendement qui s'affiche et le courant qui circule dans la cellule. Là une cellule qui marche avec un rendement de 6,56%. Par contre, donc les cellules photovoltaïques au silicium, elles marchent avec 25% de rendement, ce qui est beaucoup mieux que 6, mais c'est pas le même prix de fabrication non plus. Un des avantages de ces panneaux photovoltaïques colorés, c'est qu'on peut voir à travers. Alors, c'est très joli, mais ça fait quand même une lumière un peu particulière et pas sûr que tout le monde ait envie d'une maison avec des fenêtres rouges ou jaunes. Heureusement, Yann et ses collègues travaillent sur une autre option, créer des colorants incolores. Alors je sais, ça paraît un peu bizarre, mais en fait ces colorants nous paraissent incolores parce qu'ils interagissent non pas avec la lumière visible, mais avec les infrarouges, qui représentent quand même 45% du rayonnement solaire. Et utiliser ces colorants incolores, ça permettrait en théorie de faire de l'électricité avec nos fenêtres. Donc l'idée que l'on développe au laboratoire, en collaboration avec un laboratoire à Amiens, à Paris et à Strasbourg, c'est de faire des panneaux photovoltaïques transparents qui pourraient s'intégrer dans des vitres de bureau, n'importe où, et qui permettraient de convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique. Si on fabriquait un bâtiment, comme le bâtiment Césame, il y a beaucoup de fenêtres, si chacune de ces fenêtres était en fait un panneau photovoltaïque, un vitrail électrogène, dans ce cas-là, on pourrait peut-être imaginer un bâtiment qui s'auto-alimenterait dans la journée avec la lumière du soleil. Vous voyez donc que la chimie, ce n'est pas que des tubes à essai qui fument et des fioles qui explosent. Bon, je dois quand même vous avouer que quand j'étais sur place, Yann a absolument tenu à me montrer des réactions qui font des grosses flammes. Bon, j'avoue, c'était cool. Quand ça marche. Toujours dans la thématique ingénierie développement durable, j'aimerais maintenant vous parler d'un autre projet pour lequel on va changer d'échelle. Vous allez voir. Ce qui va nous intéresser, c'est ça, le bitume. Et pas n'importe quel bitume, mais un biobitume développé à partir d'huiles alimentaires usagées. Pour nous expliquer tout ça, je laisse la parole à Mildred, doctorante à Césame, sur cette thématique. Notre but, c'est de remplacer le bitume pétrolier. Alors le bitume standard, c'est issu de la distillation du pétrole, c'est donc un déchet. C'est un composé qui est thermosensible, donc qui va dépendre de la température et qui tend à être solide à froid et finalement liquide à chaud. Et donc nous, il faut qu'on retrouve un peu ces mêmes propriétés qui sont similaires pour qu'on ait la même mise en œuvre sur le terrain, c'est-à-dire le mélange avec le granulat, etc. Donc on veut finalement avoir les mêmes propriétés rhéologiques et pas que la viscosité, c'est-à-dire la rigidité et ce comportement, cette signature face à la température. Donc notre alternative, c'est les huiles alimentaires usagées, des huiles de friture usagées. Petite pause. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année en France, on consomme 2,5 millions de tonnes de bitume. Alors, c'est pas pour créer de nouvelles routes, c'est surtout pour remplacer et entretenir la couche de roulement, qui est la couche supérieure de la route sur laquelle on roule. D'ailleurs, on ne roule pas sur le bitume, c'est un abus de langage. Pour créer une route, il faut certes du bitume, mais celui-ci va être mélangé avec des granulats et du sable fin. Le tout forme ce qu'on appelle un enrobé, et c'est ça qu'on va utiliser pour nos routes. Pourquoi chercher à créer un biobitume ? Eh bien parce que comme nous l'a dit Mildred, le bitume est un résidu de l'industrie pétrolière. Donc je vous apprends rien, mais si on peut faire plus propre, c'est pas plus mal. Mais alors,
comment on fait pour transformer de l'huile en biobitume? Tel quel, on ne peut pas utiliser les huiles alimentaires usagées parce qu'elles sont trop faibles en viscosité. Elles ont une tenue mécanique qui est trop faible. Donc du coup, notre but, ça va être de modifier ces huiles alimentaires par différentes modifications chimiques pour obtenir un produit qui peut être en consistance et qui peut enrober des granulats et avoir de la tenue mécanique. On a fait un screen de différentes réactions chimiques qu'on peut faire pour faire prendre en viscosité cette huile. On a sélectionné une et cette fois-ci, maintenant qu'on l'a sélectionnée, on veut pouvoir optimiser cette réaction. Et donc on fait un peu un plan d'expérience pour voir les meilleurs paramètres pour prendre en viscosité sur cette huile. Du coup, ma réaction, on l'a fait avec une verrie standard dans un premier temps et on essaye aussi après de monter en échelle. Donc on a un réacteur sous pression qui va nous permettre donc de travailler avec d'autres paramètres qu'on n'a pas dans la verrie standard, notamment du coup la pression. C'est un réacteur qui est totalement scellé. On essaye d'abord sur ça et là, le but après, c'est de travailler sur un réacteur en continu. Donc c'est un essai pilote finalement qui va nous permettre de produire des plus grosses quantités puisque finalement pour faire tous les essais d'enrobés, il va falloir qu'on en ait une bonne quantité de liants pour pouvoir créer plusieurs éprouvettes d'enrobés et toutes les soumettre aux essais. Les essais d'enrobés qu'évoque Mildred, c'est la dernière étape pour vérifier que notre biobitume est adapté à une utilisation sur route. Pour faire ces essais, on va créer une route en utilisant notre biobitume dans un manège prévu à cet effet. Sur cette route et ce manège, on va disposer plusieurs types de capteurs afin de recueillir un maximum d'informations et on va faire rouler en continu des roues attachées à une sorte de bras. Pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, le manège va tourner, ce qui va permettre de simuler l'utilisation normale d'une route sur 5, 10, 15 ans. Par comparaison avec un enrobé de référence, on va ainsi pouvoir vérifier si notre biobitume ou bioliant remplit suffisamment bien son rôle. Donc en fait, il y a déjà des alternatives à des bioliants qui ont été faits par différents industriels routiers. Par exemple, il y a 2 bioliants qui n'ont pas une assez grosse résistance mécanique et qui vont être appliqués seulement sur des trottoirs ou sur des pistes cyclables. Donc là, il faut encore progresser dans la résistance mécanique. Et après, il y a un autre industriel qui, lui, a réussi à développer un nouveau bioliant issu de l'industrie papetière ou de la sylviculture. Mais là, c'est plutôt la matière première, finalement, elle n'est pas beaucoup disponible. Et donc, on ne va pas pouvoir faire ça partout. Chaque entreprise essaye de faire son bioliant. Et donc, du coup, il y a aussi avec des algues, il y a des choses comme ça. On voit donc qu'on peut faire de la chimie appliquée à des échelles aussi grandes qu'une route. Mais vous vous en doutez sûrement, on peut aussi travailler sur des objets bien plus petits. Laissez-moi vous montrer comment on peut, grâce à la chimie, créer une sorte d'os 2.0. Je vous propose d'aller à la rencontre de Pascal, qui va nous expliquer comment lui et ses collègues en sont arrivés à créer une pâte pouvant remplacer l'os. Donc nous, on s'est intéressé à, notamment donc au point de départ, à la fracture du col du fémur. Alors quand on a le col du fémur fracturé, très couramment, ce qu'on va utiliser, ce sont des prothèses de hanche. Ces prothèses de hanche vont venir prendre la place et remplacer l'articulation et la tête de l'os défaillante pour pouvoir réassurer une mobilité. Ces prothèses, c'est bien sûr une opération qui est assez complexe et l'idée que nous avons eue, c'était de peut-on éviter, puisque lorsqu'on va avoir une prothèse de hanche sur un os qui a été fracturé, il est probable que l'autre os, l'autre fémur soit très fragile. Est-ce qu'on pourrait trouver un moyen, pendant que le patient est sur la table d'opération, de renforcer le fémur qui n'est pas encore atteint ou trop atteint de la maladie. Comment on pourrait caractériser la maladie? Eh bien là, ici, on a de l'os artificiel et plus on va avoir d'ostéoporose, plus cette structure va se dégrader avec des pores qui vont devenir de plus en plus gros et c'est pour ça qu'on va observer la fracture. Donc nous, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas renforcer, puisque ceci c'est de l'os et ceci c'est riche en calcium et en phosphore, ne peut-on pas remplacer les trous qui sont observés en injectant, pendant que le patient est sur la table d'opération pour son premier fémur, en injectant un ciment injectable, donc, à base de phosphate de calcium. La partie minérale de l'os est en effet constituée de phosphate de calcium, d'où la composition du ciment de Pascal. Néanmoins, il faut noter qu'il existe aussi des ciments plus solides, en plexiglas par exemple. On peut donc se demander, si le but est de renforcer l'os, pourquoi ne pas utiliser le ciment le plus solide ? Eh bien simplement parce que le ciment en phosphate de calcium a l'avantage, contrairement à celui en plexiglas, d'être poreux. C'est une structure beaucoup plus proche de celle de nos os et surtout, elle permet aux chimistes d'injecter dans le ciment des médicaments.
Alors quel type de drogue on peut mettre? Quand on fait des opérations osseuses, on peut avoir des risques d'infection. Donc un intérêt, par exemple, c'est de mettre des antibiotiques à l'intérieur. C'est bien qu'on va à la fois renforcer l'os, et si jamais il y a une infection qui débute, eh bien on aura un traitement qui va pouvoir se diffuser localement. Et se diffuser localement, c'est très important parce qu'on évite de passer par le système sanguin ou par la voie orale, et donc on va soulager un certain nombre de nos mécanismes biochimiques de dégradation des médicaments. On peut mettre autre chose. Nous, c'est ce qui nous a intéressé, puisqu'on s'intéresse au cas de puisqu'on travaille sur l'ostéoporose, on s'est intéressé à mettre des médicaments anti-ostéoporotiques. On a aussi travaillé à mettre d'autres types de molécules, comme des molécules antidouleurs. En effet, lorsque l'on va, par contre, utiliser son propre os à soi, de l'os personnel, pour faire ce qu'on appelle une autogreffe, on va prélever de l'os essentiellement au niveau de la crête iliaque. Mais il y a un inconvénient, c'est que les patients à qui on aura prélevé l'os, environ 20% d'entre eux vont avoir des douleurs persistantes, parfois jusqu'à la fin de leur jour, tout simplement parce qu'il aurait fallu calmer la douleur dès le début. Et comment calmer la douleur dès le début? Alors on peut donner des grosses doses de morphine, mais peut-être qu'il est plus astucieux de délivrer que localement un antidouleur, et on évitera tous les problèmes de faire des traitements sur de doses assez importantes de morphine sur une semaine, et avec tous les inconvénients susceptibles de présenter. On peut mettre aussi des substances radio-opaques. Alors c'est important parce que, en fait, ça, comme ça, c'est la même constitution de l'os. Si le chirurgien l'injecte dans votre corps, il a un inconvénient. Ils vont voir peu de contraste en votre os, le vrai, le vôtre, et puis le nouveau qu'on est en train d'injecter, le ciment. Parce que comme c'est pratiquement la même chose, eh ben, on ne les voit pas. Et il va falloir trouver des radiopacifiants. Donc il y a des collègues qui travaillent dessus actuellement. Ces radiopacifiants, contrairement au sulfate de barium, ne présentant pas de toxicité. Et donc, et possédant les mêmes caractéristiques de radiopacité, c'est-à-dire le chirurgien voit où il va mettre le ciment, où il va combler les fragilités osseuses. Si on regarde l'ensemble du temps sur lequel, on travaille sur ce domaine, là, ça fait en tout près d'une quinzaine d'années. Mais je pense qu'un certain nombre de choses vont arriver très rapidement sur le marché. Pour terminer, restons dans le domaine de la santé et de la chimie bien évidemment, mais descendons à l'échelle la plus petite possible, l'échelle atomique. Pour certains chercheurs en chimie, pas besoin de lunettes, de blouse ou même de mettre les pieds devant une paillasse. Leur seul outil de travail, un ordinateur. J'ai pu rencontrer un de ces chercheurs, Nicolas, qui travaille sur l'élément chimique le plus rare de la croûte terrestre et qui pourrait pourtant nous aider à vaincre le cancer, l'astate. Alors plus précisément, moi je fais de la modélisation moléculaire et je m'intéresse à explorer la chimie d'un élément du tableau périodique des éléments qui s'appelle l'astate. Cet élément n'a pas d'isotope stable, de forme stable. L'isotope le plus répandu, la moitié de cet isotope disparaît toutes les 7,2 heures. Mais ça veut dire que quelque part ailleurs sur Terre, il y en a d'autres qui apparaissent simultanément, ce qui fait que, en moyenne sur Terre, il y a un peu moins de 20 grammes d'astate. En plus, c'est un élément radioactif, mais en fait là l'idée c'est d'utiliser à bon escient cette radioactivité. Donc les applications qui sont envisagées pour l'astate, c'est de l'utiliser en médecine nucléaire pour le traitement des cancers. C'est-à-dire utiliser la radioactivité pour détruire les cellules tumorales. Quand il s'agit de cancers non massifs, plutôt des métastases, des cellules cancéreuses qui sont en circulation, pour lesquelles la chirurgie ne propose pas de solution. Ces propriétés physiques intéressantes, c'est la nature des particules qui sont émises, donc ils rayonnent des particules alpha, qui sont très énergétiques et qui ont une très courte pénétration dans la matière. Donc c'est-à-dire que quand la désintégration de l'atome va se faire, il y a énormément d'énergie qui est déposée vraiment à la position où est l'atome, et cette énergie donc ne va pas diffuser vers l'environnement même proche. Et le temps de demi-vie aussi qui est très intéressant également, ni trop long, ni trop court. Donc en fait c'est vraiment adapté pour ces traitements. Alors là vous vous dites peut-être « Waouh, mais c'est génial cet élément, en plus j'ai trop envie de m'abonner à cette chaîne YouTube ». Tout l'enjeu pour l'utiliser contre le cancer, c'est de créer ce qu'on appelle une thérapie ciblée. On va chercher à associer l'astate à une molécule vectrice qui va l'amener directement au contact des cellules cancéreuses. Pour créer cette association astate-molécule vectrice, il faut bien connaître la forme de l'astate.
Le problème, c'est qu'avec seulement 20 grammes sur Terre à un instant T, une demi-vie de 7 heures et le fait qu'il soit radioactif, ça paraît compliqué. Alors en fait, moi, ça me pose aucune difficulté. Comme aussi le fait que l'astate soit un élément radioactif, j'ai pas besoin de mesures de radioprotection parce que moi, je fais de la modélisation moléculaire, donc je travaille à simuler des réactions. Donc j'utilise un ordinateur, un clavier, une souris, et devant mon écran, je ne prends pas de risque et je peux mener mes simulations sur le temps que je souhaite parce que mon astate ne va pas se désintégrer, celui que je simule informatiquement. Ces simulations, elles sont basées en fait sur les équations de la mécanique quantique. Les programmes, en utilisant différentes approximations, différentes méthodes, vont chercher à résoudre ces équations et me fournir des solutions. Reprenons un petit peu le cycle complet, de l'astate jusqu'au traitement du patient. D'abord, il faut produire l'astate, parce qu'à coup de 20 grammes sur Terre, avec une demi-vie de 7 heures, on ne va pas aller loin. Cette première étape de production, elle nécessite d'utiliser un cyclotron, un accélérateur de particules. Ensuite, il faudra coupler cet astate tout frais à un vecteur biologique. C'est sur cette phase que travaille Nicolas en modélisation, à savoir quelle molécule peut-on associer à l'astate. Une fois qu'on a notre ensemble astate molécule vectrice, il faut préparer et conditionner le radiopharmaceutique pour pouvoir l'administrer à un patient qui se trouve dans une chambre d'hôpital. Et tout ce processus, évidemment, doit aller très vite. Maintenant, dans la pratique, le cyclotron est installé à côté de l'hôpital Gauduchot, la section de l'hôpital de Nantes, où la médecine nucléaire a lieu. Ça veut dire que quand l'astate est produit au cyclotron, il faut déjà avoir les vecteurs biologiques qui sont préparés pour tout de suite pouvoir les coupler avec l'astate tout frais qui vient d'arriver. Et ensuite, il faut conditionner le radiopharmaceutique immédiatement au cyclotron et faire ces quelques kilomètres jusqu'au CHU pour l'injecter tout de suite. Donc le timing est extrêmement important parce qu'effectivement, au bout de 7 heures, on aura perdu la moitié de notre astate. Donc on pourrait dire la moitié de l'efficacité du médicament disparaît toutes les 7 heures. Ce n'est pas utilisé actuellement pour le traitement. Il y a eu des essais cliniques qui ont montré la faisabilité de cette approche. Les essais cliniques jusqu'à présent, on faisait une injection directe dans la tumeur. Donc c'est pas pour ce type de traitement que l'astate serait particulièrement intéressant. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt pour des petites tumeurs en circulation. Et donc là, ça requerrait de faire une injection et une circulation de l'astate par le réseau sanguin pour distribuer l'astate dans le corps jusqu'aux cibles qui sont les cellules tumorales. Donc on travaille surtout sur cette chose-là. Et là, on en est plus au début. Parce qu'il nous faut un bon transporteur pour l'astate pour l'amener à sa cible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. De mon côté, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et je tiens à remercier toutes les personnes que j'ai pu rencontrer pendant mon séjour à Nantes. C'était vraiment trop chouette. Si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Et dites-moi directement en commentaire ce que vous en avez pensé. Allez, sur ce, ciao!